Juste avant la fête, elle a admis qu'elle rencontrait un autre homme et ma réponse l'a laissée stupéfaite. La musique n'avait même pas encore commencé quand je l'ai vue. Ce regard dans ses yeux, cette hésitation d'une fraction de seconde lorsqu'elle est sortie de la chambre et a réalisé que j'étais debout près du miroir du couloir, la regardant. Elle a figé. Non pas parce que je l'avais surprise. Non, c'était parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la remarque. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage doux mais précis, comme si elle s'était entraînée. Et cette robe, une chose bordeaux profond avec un dos nu et de fines bretelles qu'elle avait juré ne jamais porter parce qu'elle la trouvait trop révélatrice. Soudain, ce n'était plus trop. Je croyais que tu étais encore sous la douche, dit-elle en lissant les côtés de sa robe comme si elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à calculer parce que quelque chose clochait. Vraiment beaucoup. Elle ne portait pas son alliance. Et le collier qu'elle arborait, le doré avec le minuscule charme émeraude, n'était pas celui que je lui avais offert. Il était neuf, cher, subtil, masculin dans son minimalisme. Un cadeau, mais pas pour moi. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle a sorti son téléphone de sa pochette et a tapé 2 fois, ses lèvres se resserrant. Je vais passer à l'événement en avance. Aider à tout installer, dit-elle. Tu pourras me rejoindre plus tard si tu veux. Pas, allons-y ensemble. Pas, nos Uber sont dehors, juste j'y vais d'abord. J'ai gardé ma voix calme. Alors, tu rencontres quelqu'un. Elle a cligné des yeux, puis, comme si elle l'avait répété, elle a expiré. Pas nerveuse, pas désolée, juste fatiguée de faire semblant. Oui, dit-elle. Je le suis. Pas de larmes, pas d'excuses, juste une honnêteté brute, polie et livrée comme une réservation de restaurant. Puis elle est passée devant moi, ses talons claquant sur le carrelage comme une ponctuation. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas attendu de voir si je la suivrais. Et c'est peut-être la pire partie. Elle savait que je ne l'arrêterais pas. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était ce que j'avais déjà trouvé dans son téléphone la semaine dernière, ou ce que je comptais en faire. Et quand elle m'a finalement revu plus tard cette nuit-là, elle a laissé tomber son verre, mais j'y viendrai. Elle a quitté la maison à exactement 18h42. Je le sais parce que j'ai vu l'heure changer sur l'horloge du micro-ondes alors que la porte se fermait. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas appelé. Je suis resté là, dans la cuisine sombre, la glace de mon verre d'eau intact fondant déjà et l'écho de ses talons résonnant encore dans ma poitrine. J'aurais dû ressentir de la rage, du chagrin ou le genre de désespoir qui fait perdre la tête aux hommes. Mais ce que j'ai ressenti était pire. De la clarté. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas nouveau. Cela s'était construit. Et je l'avais regardé depuis le premier rang comme un idiot trop effrayé pour se lever et quitter le théâtre. La vérité est que je savais déjà pour lui. Il s'appelait Rémi. Oui, Rémi ressemblait à quelqu'un qui boit des cocktails hors de prix et utilise réseauter comme un verbe. Un gars qui porte probablement un parfum appelé confiance et qui pense que les réunions sont des batailles qu'il doit dominer. Elle avait laissé échapper son nom une fois trop négligemment il y a 2 mois. Et depuis, j'étais devenu un étudiant du silence, apprenant à observer la façon dont son téléphone ne quittait jamais sa main. La façon dont elle a commencé à prendre sa douche juste après le travail au lieu du matin, la façon dont elle se souciait soudainement du son de sa voix dans les messages vocaux. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste commencé à observer. Il y a une semaine, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain pendant qu'elle se séchait les cheveux. Il s'est allumé 3 fois de suite, et ce fut ma fenêtre. Je n'ai pas eu besoin de faire défiler. Une seule prévisualisation de notification a suffi. Rémi, je pense encore à hier soir. Ce sourire que tu m'as fait avant que la porte ne se ferme. Ce sourire. Le sourire de ma femme. Celui que j'avais l'habitude d'obtenir quand je lui ramenais son plat thaïlandais préféré sans qu'elle le demande. Celui que j'ai vu la nuit où j'ai fait ma demande, quand ses mains tremblaient et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de rire. Maintenant, il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas explosé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone, l'ai posée et suis retourné au salon comme si de rien n'était. Parce que j'avais besoin d'un plan.
Un plan propre. Un qu'elle ne verrait pas venir. Un qui ne ferait pas de moi le méchant de l'histoire qu'elle répétait clairement dans sa tête. Pas de cris, pas de jet d'objets, pas de supplications pitoyables, juste de la stratégie. Alors maintenant qu'elle était partie s'installer tôt, j'ai mis mon plan en marche. Je suis entré dans notre placard partagé, celui où elle laissait des post-it avec des cœurs de mon côté du miroir, et j'ai sorti la plus petite valise que nous possédions. Pas pour moi, pour elle. Je l'ai ouverte sur le lit et j'ai commencé à plier ses vêtements dedans proprement, comme si j'aidais une amie à faire sa valise pour un voyage. Ils ont oublié de mentionner son cardigan préféré. Le jean qu'elle disait toujours la faire se sentir confiante. Même ce stupide sweat de l'université qu'elle ne portait jamais mais refusait de jeter. Tout y est allé. Puis je suis allé au coffre-fort. Nous n'y gardions pas grand-chose. Juste nos passeports, une clé USB de photos de mariage, et la dernière chose que j'ai ajoutée l'année dernière, le titre de propriété de la voiture, celle que j'avais remboursée, celle qu'elle empruntait commodément la plupart des week-ends. J'ai sorti le titre, suis allé au tiroir, et retiré la clé de rechange, et mis les deux dans un sac de congélation et les déposé dans la valise. Elle voulait une rupture nette. Je lui en donnais une. Mais ce n'était pas le rebondissement. Le rebondissement attendait dans la chambre d'amis à l'intérieur d'une simple enveloppe de couleur chamois que j'avais scellée et adressée plus tôt ce jour-là. C'était une lettre, simple, non écrite par moi, écrite par lui, Rémi. J'avais imprimé ses messages de sa sauvegarde cloud, ceux qu'il croyait supprimés, ceux qui montraient sans l'ombre d'un doute qu'il savait qu'elle était mariée, qu'il l'encourageait à garder le secret, qu'il m'avait appelé l'obstacle plus d'une fois. Et devinez où cette enveloppe allait? Au RH. À son travail. C'est exact. Parce que lorsque votre amant est aussi votre superviseur d'équipe et que votre mari sait comment formuler légalement une relation inappropriée sur le lieu de travail impliquant un subordonné, les choses peuvent dégénérer très vite. Au moment où elle est sortie pour le rencontrer, elle est entrée dans un piège dont elle ne connaissait même pas l'existence. Et moi, je n'étais plus seulement le mari faible. J'étais la tempête qu'elle n'avait jamais vue venir. Au moment où elle est arrivée à l'événement de l'entreprise, j'étais déjà là. C'est la partie qui la hantera probablement le plus longtemps. La façon dont elle est entrée, confiante et radieuse dans cette robe bordeaux, pensant que j'étais encore à la maison, boudant, faisant tourner mon alliance sur le comptoir de la cuisine comme un triste cliché. Mais je n'étais pas à la maison. J'étais debout près du bar, bien en vue, déjà en pleine conversation avec quelqu'un de la finance. Je me souvenais vaguement de l'avoir rencontrée au concours du pull moche de l'année dernière. Je ne buvais pas, je tenais juste un verre, j'observais, et elle m'a vu. Nos regards se sont croisés pendant peut-être 2 secondes, mais tout son langage corporel a changé. Son sourire affaibli, son pas a ralenti, et elle a cligné des yeux comme si son cerveau ne pouvait pas vraiment comprendre le fait que j'étais là avant elle. Elle n'avait même pas atteint la salle principale avant que je ne voie Rémi apparaître derrière elle, souriant comme s'il possédait l'endroit. Sa main planait un peu trop près de son dos, comme s'il voulait la toucher, mais n'était pas sûr que le moment soit le bon. Comme un lâche mesurant le scandale à la lumière. C'est laquelle s'est tournée vers lui. Et tenez-vous bien, elle a murmuré quelque chose. Je n'ai pas pu l'entendre, mais à en juger par son sourire en coin, elle était toujours en contrôle. Elle a probablement dit quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, il ne fera pas de scène ». Et elle avait raison. Je n'ai pas fait de scène parce que j'en avais déjà monté une. Quelques minutes plus tard, après qu'ils aient mélangé et se soient séparés pour les apparences, j'ai approché Rémi. Calme, décontracté, juste un autre gars à un événement ennuyeux essayant de faire la conversation polie. Il a semblé surpris de me voir, mais pas nerveux. Il avait le langage corporel arrogant d'un homme qui pensait avoir gagné quelque chose qui ne lui appartenait même pas. Je me suis présenté, lui ai serré la main. Il m'a appelé mon pote. C'est alors que je me suis légèrement penché, j'ai souri et j'ai dit, au fait, j'ai laissé quelque chose sur ton bureau plus tôt ce soir. Tu devrais peut-être vérifier avant lundi. Son visage a tressailli, juste un scintillement, mais il était là. Ce tic de peur quand un homme réalise que le jeu n'est pas seulement terminé, il est terminé, et il est le dernier à le savoir. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis juste éloigné. Pas de théâtralité, pas de confrontation, juste le silence. Je me suis dirigé vers le vestiaire,
suis sorti et j'ai attendu de l'autre côté de la rue où les vitres teintées de ma voiture me permettaient de tout voir se dérouler sans être vu. 25 minutes plus tard, Camille est sortie seule. Elle a regardé autour d'elle nerveusement comme si elle s'attendait à ce que je fasse les 100 pas, que je crie, que je m'effondre. Au lieu de cela, tout ce qu'elle a vu, c'est le vent qui faisait battre sa robe contre ses genoux. Puis Rémi est sorti rapidement, parlant dans son téléphone avec des mots tendus et coupés. Il ressemblait à un homme qui venait de se faire frapper à l'improviste dans une pièce au mur de verre. Plus de sourire suffisant, juste de la gestion de crise inscrite sur son visage. J'ai souri, non pas parce que j'étais fier, mais parce que pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tournais en rond. C'était eux. Et ce n'était que le début. De retour à la maison, j'avais fait quelques préparatifs supplémentaires. L'un impliquait notre compte courant joint. L'autre impliquait un email, très détaillé, envoyé à leurs 2 chefs de département, en CCI à la direction juridique. Juste assez de vérité pour déclencher un audit interne. Pas de mensonges, pas d'exagération, juste des preuves. Elle pensait que je serais mesquin. Elle pensait que je jetterais ses vêtements par la fenêtre ou que je la supplierais de me choisir. Mais j'ai choisi autre chose entièrement. J'ai choisi le silence parce que le silence, quand il est bien cadencé, est plus fort que n'importe quel cri. Et elle était sur le point de découvrir ce que cela faisait vraiment. Elle est rentrée plus tard que d'habitude. Pas aussi tard que je m'y attendais, cependant. Toujours dans la même robe, talons à la main maintenant, et son maquillage un peu trop bavé pour suggérer que la fête ne s'était pas passée comme elle l'avait imaginé. La seconde où la porte d'entrée s'est refermée, je l'ai entendu s'arrêter. Le genre de pause où l'on sait que quelqu'un décide s'il doit affronter le désordre qu'il a créé ou faire comme s'il n'existait pas. Je n'ai pas parlé. Je me suis juste assis à la table de la cuisine au même endroit où j'étais plus tôt cette semaine quand elle m'a dit qu'elle rencontrait quelqu'un d'autre. Il y avait une feuille de papier pliée devant moi. Rien de dramatique, pas de page d'accusation, juste un seul paragraphe dactylographié. Quand elle est entrée et m'a vu, elle a tressailli comme si elle s'attendait à une leçon ou à une confrontation, mais au lieu de cela, elle a eu le silence. Un silence lourd et délibéré. Je ne pensais pas que tu viendrais à la fête, dit-elle, essayant de contrôler sa voix. Elle a tiré la chaise en face de moi, mais ne s'est pas assise. Elle est restée là, incertaine de savoir si elle avait même le droit de partager cet espace avec moi. Je sais, ai-je dit. C'est tout. Je suppose que tu as compris. J'ai levé un sourcil. Compris quoi? Que tu as choisi un collègue avec une fausse montre de luxe et un ego fragile plutôt qu'un mari qui a sacrifié des années pour toi. Oui, j'ai compris ça. Elle a grimacé. Mais je ne me suis pas arrêté là. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse quoi que ce soit, Camille. Tu pensais que je pleurais ou que je m'enfoncerais en moi-même comme je le fais toujours. Tu pensais que tu me révélerais la vérité comme si c'était de la charité et que j'attendrais juste que tu aies fini de jouer à la petite maison avec quelqu'un d'autre. Elle a essayé d'interrompre, mais je ne lui ai pas donné la chance. Rémi est en panique, ai-je dit, en hochant la tête vers son dos. Je suppose qu'il a reçu un appel des RH. Peut-être un message d'une personne plus haut placée lui demandant des comptes sur sa relation avec une subordonnée. Je me demande comment il a expliqué ça. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu n'as pas osé. J'ai osé, ai-je dit doucement, avec des horodatages, des journaux de messages, des chevauchements de calendrier et une poignée de main très polie. Tout était propre, tout était précis, pas d'exagération, juste la vérité, ce que, ironiquement, tu n'as jamais voulu me donner. Elle s'est finalement assise, l'arrogance fondant de ses épaules comme de la cire. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Non pas la peur de moi, mais la peur de la vie qu'elle venait de mettre en feu de ses 2 mains. Tu aurais pu me ruiner, murmura-t-elle. Tu voulais me ruiner. Je me suis penché en avant, ma voix basse. Non, Camille, je voulais que tu fasses face à ce que tu as fait. Non seulement à moi, mais à toi-même. Tu n'es pas tombée amoureuse de Rémi. Tu es tombée amoureuse de l'idée que quelqu'un de nouveau pourrait réinitialiser ton histoire. Mais les gens comme lui. Ils n'offrent pas de nouveaux chapitres, juste des distractions. Elle a commencé à pleurer alors. Le genre silencieux. Le genre qui ne mendie pas la sympathie, qui essaie juste de respirer à travers la honte. Je l'ai laissé là un moment.
Les laisser ressentir les conséquences. Puis j'ai poussé le papier sur la table. Elle l'a regardé. Une seule phrase la fixait. Je déménage la semaine prochaine. Je déposerai ma demande de divorce bientôt. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Elle ne l'a pas touché. Elle l'a juste fixé comme si c'était une lame pressée contre son confort. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle marmonné. Tu m'as déjà perdu. Et je me suis levé, suis passé devant elle et ai fermé la porte de la chambre derrière moi. Pas de drame, pas de cri, juste la finalité. Elle pensait que je n'aurais jamais la force de la livrer. Mais les retombées, oh, ça ne l'avait pas encore frappé. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, non pas parce que j'avais mis un réveil, mais parce que mon corps s'était complètement recalibré, comme s'il avait enfin réalisé qu'il ne lui devait plus rien, pas même le confort de dormir à ses côtés. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai même pas fait de café. Je suis juste parti. À 7 heures du matin, j'avais déjà commencé la phase suivante. J'ai conduit jusqu'à un petit entrepôt tranquille en périphérie de la ville. J'avais loué une unité la veille sous une nouvelle adresse que je n'avais même pas dite à mon propre frère. Dans mon coffre, il y avait la valise que j'avais préparée pour elle et une deuxième, la mienne. Celle-ci ne contenait que ce que je tenais à garder. Mon équipement photo, quelques carnets et la boîte à chaussures de photo que je n'avais pas encore pu jeter. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que ces souvenirs appartenaient à une version de nous qui était déjà morte tranquillement il y a des années, bien avant que Rémi ne lui envoie jamais de message. J'ai tout déchargé rapidement, efficacement, comme quelqu'un qui efface des preuves. Et puis j'ai rallumé mon téléphone. C'est là que les messages ont commencé à affluer d'elle, de sa sœur, du numéro de Rémi, que je n'avais jamais enregistré, mais que j'ai reconnu instantanément grâce aux captures d'écran que j'avais collectées. Au début, je n'allais pas les lire, mais quelque chose m'a dit que ce n'était pas une autre triste tentative de manipulation. Non, c'était l'effondrement en temps réel. Le premier message de Camille était court. Tu dois m'appeler, s'il te plaît. C'est important. Le suivant était plus long. Divagant, la panique se répandant à travers l'écran. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais Rémi a été convoqué à une réunion ce matin avec les RH. Il n'a pas dit grand-chose, mais quelque chose s'est passé. S'il te plaît, dis-moi que ce n'était pas toi. S'il te plaît, ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont déjà. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin parce qu'une heure plus tard, j'ai reçu un autre message. Celui-ci était différent, plus lent, presque brisé. Rémi vient de me dire qu'il démissionne. Il a dit que le conseil d'administration est en train de tout examiner. Il me blâme. Il a dit qu'il ne brûlerait pas seul. Que as-tu fait, Léo? Et ce fut le moment où je me suis enfin permis un petit sourire amer. Parce que ce n'était pas ce que j'avais fait, c'était ce qu'ils avaient fait. Et j'ai simplement laissé la vérité se révéler. Tout ce que j'ai fait, c'est montrer les fissures dans le verre. Ce sont eux qui s'y sont appuyés comme s'ils pouvaient encore tenir. Mais le plus grand choc ne venait pas d'elle. Il venait d'un numéro inconnu qui m'a envoyé un SMS quelques minutes plus tard. Salut Léo, tu ne te souviens probablement pas de moi, mais j'ai travaillé avec ta femme. J'ai vu ce qui s'est passé ce matin. Je pense que tu devrais savoir que ce n'était pas la première fois. Mon sang s'est glacé. J'ai fixé ce message pendant une minute entière avant de répondre. Un seul mot, explique. Et ce qu'elle m'a dit ensuite, ça a tout changé. Même la colère, même la vengeance soigneusement calculée. Parce que soudain, il ne s'agissait plus seulement de Rémi, d'une robe ou d'un mensonge murmuré avant une fête. Il s'agissait d'années de trahison cachées derrière un seul sourire et de la façon dont j'avais été joué bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Je suis resté dans ma voiture pendant près de 20 minutes, les yeux fixés sur mon téléphone. Ce seul message, ce n'était pas la première fois, m'avait plus anéanti que tout ce que Camille avait pu dire elle-même. C'était comme si quelqu'un avait soudainement ouvert une trappe sous tout ce que je croyais. Et maintenant, je tombais en chute libre à travers des souvenirs auxquels j'avais autrefois fait confiance. La femme qui l'avait envoyée travaillait dans le service de Camille il y a des années. Elle s'appelait Dahlia, et je me souvenais vaguement d'elle d'un événement d'entreprise, le genre où les conjoints ont des étiquettes de nom et se sentent comme des étrangers. Elle ne me devait rien, mais apparemment, ce qui s'était passé au bureau ce matin-là avait remué quelque chose. La culpabilité peut-être,
ou le besoin d'exposer ce qu'elle avait gardé silencieux trop longtemps. Elle m'a dit que cela avait commencé il y a 4 ans. Un projet différent, un patron différent, le même schéma. De longues réunions qui duraient tard, des voyages d'affaires qui ne correspondaient pas tout à fait au calendrier. Camille avait été impliquée avec un autre collègue, quelqu'un de marié avec 2 enfants. Cette liaison avait pris fin lorsque la femme de l'homme l'avait découvert et avait presque détruit sa vie. Les RH en avaient eu vent, mais cela n'était jamais devenu officiel. Il avait été discrètement transféré. Camille était restée en place. Je n'en avais aucune idée. À l'époque, je travaillais 60 heures par semaine pour décrocher un contrat qui rembourserait notre 2e hypothèque. Elle m'avait dit qu'elle était émotionnellement épuisée. Je me souviens de lui avoir acheté ce forfait de week-end dans un chalet au bord du lac, pensant que ça l'aiderait. Mon Dieu, je croyais vraiment que c'était un bon souvenir. Alors que je remettais tout en place dans ma tête, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus seulement blessé. J'étais humilié. J'avais été l'homme qui tenait le parapluie pendant qu'elle dansait dans la tempête de quelqu'un d'autre. Encore et encore, j'ai répondu à Dahlia par SMS. Je lui ai demandé si elle avait des preuves. Je ne m'attendais pas à un oui, mais 2 minutes plus tard, elle m'a envoyé un email transféré de Camille, daté d'il y a 3 ans et demi. Une blague, une phrase sur le fait d'être meilleur pour mélanger affaires et plaisir que la plupart, et une photo jointe d'un séminaire d'entreprise, Camille sur un balcon, tenant un verre de vin, assise beaucoup trop près d'un homme qui n'était pas moi. J'ai zoomé, sa main était sur son genou, de la même manière qu'elle me faisait dans les restaurants quand elle voulait que je sache qu'elle était à moi. J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait. De retour à la maison. Non, plus à la maison. Je me suis assis dans l'appartement que j'avais loué sous un nom différent et j'ai juste fixé le mur. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie. J'avais envie de crier, de déchirer la photo de notre jour de mariage que j'avais encore dans mon sac. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était de l'épuisement. Pas le genre physique. Le genre qui vit dans vos os. Le genre qui vous donne l'impression d'avoir vieilli d'une décennie en un jour. Puis Camille a rappelé. 6 appels manqués. Un nouveau message vocal. Je n'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai commencé à taper, pas un message pour elle. Non, j'écrivais mon histoire. Chaque détail, chaque erreur, chaque moment où j'ai ignoré les signes et me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Je ne l'écrivais pas pour la faire honte. Je ne l'écrivais même pas pour trouver une conclusion. Je l'écrivais parce que si je ne le sortais pas, j'allais m'y noyer. Mais voici où ça devient étrange. Le lendemain matin, je me suis réveillé à un coup à ma porte. J'ai pensé que c'était peut-être une livraison, peut-être mon frère qui venait prendre de mes nouvelles. Mais non, c'était elle et ce qu'elle a dit quand j'ai ouvert la porte. Je n'avais dit à personne où je logeais. Le bail était à un nom différent, les services publics sous un compte prépayé, et je payais tout en espèces. Camille n'aurait pas dû pouvoir me trouver, mais d'une manière ou d'une autre, elle était là, devant ma porte comme si la semaine précédente ne s'était pas produite, les cheveux tirés en un chignon désordonné, sans maquillage. Vêtue du sweat que je lui avais acheté pour ce road trip qu'elle prétendait avoir changé sa vie. Je l'ai regardée par le Judas pendant une longue minute avant même d'ouvrir la porte. Quand je l'ai finalement fait, je n'ai rien dit. Elle non plus. Elle m'a juste regardé avec ses grands yeux vitreux comme si elle essayait de décider si j'étais réel ou juste une autre chose qu'elle avait rêvé pour éviter de se sentir seule. Je me doutais que tu serais ici, dit-elle doucement. Comme si cela rendait les choses acceptables. Comme si cela expliquait les 6 jours de silence, le travail détruit, l'affaire exposée et la façon dont elle avait transformé notre vie en champ de bataille sans jamais élever la voix. Tu as environ 30 secondes, ai-je répondu, m'écartant juste assez pour qu'il soit clair qu'elle n'entrait pas. Elle n'a pas demandé à entrer. Au lieu de cela, elle a serré un dossier contre sa poitrine comme si c'était une armure. Il dit que je l'ai contraint, murmura-t-elle. Rémi, il dit à tout le monde que je l'ai poussé dans la relation, que je l'ai menacé. J'ai cligné lentement des yeux. Et ce n'est pas vrai, dit-elle, sa voix se brisant. Léo. S'il te plaît, tu sais que ce n'est pas moi. Le rire qui est sorti de moi n'était même pas amer. Il était creux, détaché. Je ne l'ai même pas reconnu. Je sais qui tu étais avec quelqu'un d'autre, ai-je dit. Plusieurs autres apparemment.
Et je sais que tu n'es pas là parce que tu regrettes ce que tu as fait. Tu es là parce que les retombées t'ont enfin rattrapé. Ses lèvres ont tremblé et je jure que si cela s'était produit il y a un mois, j'aurais cédé. Je l'aurais serré dans mes bras. Je lui aurais dit que nous trouverions une solution. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus le sien. Ni émotionnellement, ni légalement, ni en esprit. Elle a ouvert le dossier lentement et a sorti une feuille de papier. C'est une plainte formelle de son avocat, dit-elle. Il essaie de m'enterrer. Les RH ne me regardent même plus en face maintenant. Je suis en congé sans solde. Mon nom est traîné dans les canaux internes. Cela pourrait tout ruiner. J'ai croisé les bras. Et tu penses que venir ici va arranger ça? Je pensais que tu voudrais la vérité. Je pensais peut-être que si tu leur disais que c'était mutuel, que tu le savais, cela pourrait t'aider. C'était si sauvage, si égocentrique que j'ai en fait reculé pour le digérer. Tu veux que je mente pour toi, ai-je dit. Après tout ce que tu as fait, après les gens que tu as humiliés, le mariage que tu as réduit en cendres, l'homme que tu as trahi, maintenant tu veux que je sauve ta réputation. Son visage s'est effondré. Et finalement, enfin, je l'ai vu. Non pas du regret, non pas de la tristesse, mais de la panique, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de ne pas avoir le contrôle. Elle n'avait pas l'habitude que j'ai le dernier mot. J'ai fait des erreurs, dit-elle presque inaudiblement. Mais je n'aurais jamais cru que tu me ferais ça. J'ai secoué la tête. Je ne t'ai rien fait, Camille. Tu as tout fait toi-même. J'ai juste ouvert la fenêtre et laissé la fumée s'échapper. Et puis j'ai fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. J'ai fermé la porte. Pas avec colère, pas par vengeance, juste en paix. Parce que pour la première fois de toute notre relation, je ne courais pas. Je ne suppliais pas. Et je ne lui donnais pas le pouvoir de raconter l'histoire. Je l'ai laissée de l'autre côté de la porte, froide, exposée et enfin forcée de regarder ce qu'elle était devenue sans l'illusion de l'amour pour adoucir les choses. Mais je n'avais pas encore fini. 3 semaines se sont écoulées, pas d'appel, pas de coup à la porte, plus de messages vocaux désespérés de Camille. Le silence qu'elle avait autrefois utilisé comme une arme s'était finalement retourné contre elle, et je ne me cachais plus. Je n'attendais pas de conclusion ni ne complotais la prochaine étape. Je vivais simplement, tranquillement, honnêtement. Pour la première fois depuis des années, j'avais recommencé le travail en freelance. Principalement la photographie, le genre que j'aimais avant que la vie ne devienne des feuilles de calcul et des rappels d'hypothèque. J'ai emménagé dans un petit appartement au-dessus d'une librairie d'occasion, le genre d'endroit qui sentait le vieux papier et les secondes chances. J'étais seul, mais je n'étais pas solitaire. C'était propre. C'était à moi. Puis un matin, en éditant des photos dans un petit café en bas de la rue, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut Léo, tu ne te souviens probablement pas de moi, mais je t'ai rencontré à ce terrible dîner d'entreprise il y a 2 ans. J'étais la femme de Rémi, maintenant son ex-femme. Je voulais juste te dire merci. » J'ai figé. Son nom était Lydie. Je me souvenais vaguement d'elle. Élégante, douce, le genre de femme qui avait clairement passé trop de temps à se faire petite à côté d'un homme qui avait besoin de tout l'air de la pièce. Nous n'avions échangé que quelques mots cette nuit-là, probablement quelque chose de gênant autour des crevettes cocktail. Son message continuait. J'ai tout découvert après le début de l'enquête. Ton courage de parler a finalement fait éclater le reste de la vérité. Je l'ai quitté. J'ai eu la maison. J'ai trouvé la paix. Je ne sais pas ce que Camille t'a dit, mais j'espère que tu sais que tu as fait la bonne chose. Si jamais tu passes à Belle-Côte, j'aimerais te payer un café juste pour te remercier en personne. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que quelque chose dans ces mots m'a fait m'asseoir et respirer. Pas de douleur, pas de chagrin. Du soulagement. Tout le chaos, toute l'humiliation, toutes les nuits où j'ai fixé mon plafond en me demandant comment je n'avais pas vu les fissures se former. Cela a mené à quelque chose. Cela a mené à la vérité. Non seulement pour moi, mais pour quelqu'un d'autre qui avait aussi été trompé. J'ai répondu plus tard ce soir-là, « Salut Lydie, je me souviens de toi. Je suis content que tu t'en sois sortie aussi. Peut-être qu'un café ne serait pas la pire des idées. » Elle a répondu avec un emoji sourire.
C'est ainsi que ça s'est terminé. Pas avec un cri, pas avec une alliance jetée à travers le sol ou une confrontation en colère sur un pas de porte, mais avec deux personnes, des étrangers en fait, qui avaient toutes deux survécu à être des dommages collatéraux. Trouvant tranquillement leur chemin vers quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Camille, j'ai entendu dire qu'elle avait démissionné. La dernière fois que j'ai vérifié, elle avait déménagé hors de la ville. Je me fiche de savoir où elle est allée. Cette partie de l'histoire est terminée. Et moi, je recommence. Et cette fois, je ne cherche pas à me venger.